Bonjour, aujourd'hui on est en compagnie de Farnell Morissette. Bonjour Farnell. Bonjour. Je sais que tu as un parcours assez diversifié. J'ai été surpris de voir toutes les choses que tu as accomplies. On en reparlera. Tu mentionnes souvent que tu n'es pas journaliste. On peut dire par contre que tu es créateur de contenu informatif. Oui, Oui. oui. On te connaît surtout pour tes capsules informatives. C'est de ça que je veux parler avec toi aujourd'hui. Tu es présent sur les réseaux sociaux et tu cumules sur ces différentes plateformes au-delà de 100 000 abonnés. Pourquoi as-tu décidé de créer des capsules informatives? Parce que je crois que c'est important d'avoir une culture citoyenne robuste et c'est ma façon d'y participer. On voit ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je pense qu'on est en train de vivre un certain recul de confiance dans beaucoup de nos institutions médiatiques, institutions politiques, institutions financières, tout ça. Et je pense que c'est un recul de confiance qui est dû à certaines critiques qui sont saines, qui sont importantes, mais je pense pas que la solution c'est d'abandonner la confiance dans ces institutions-là. C'est plutôt de se regagner notre propre confiance en nous-mêmes pour après ça mieux comprendre comment ces institutions-là devraient fonctionner et exiger qu'elles fonctionnent de cette façon-là. Alors mon contenu vise surtout à créer cette culture-là de compréhension et d'activité citoyenne. Pourquoi être présent sur TikTok et Instagram? C'est là que les gens sont. Il y a 100 ans, j'aurais peut-être été quelqu'un qui écrivait dans les journaux. Il y a 50 ans, j'aurais été à la radio, à la télé. Aujourd'hui, c'est les médias sociaux. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus démocratique aussi. Il y a beaucoup moins de filtres et ça m'est utile pour ça. Pensez-vous que dans une période où les réseaux sociaux dominants se politisent de plus en plus, on peut penser à Meta qui a abandonné sa politique de vérification des faits ou à X qui est très politique. Est-ce qu'il est encore pertinent de faire affaire avec ces plateformes? Je commencerai à préciser, je pense pas que c'est exact de dire que Meta a abandonné sa politique. Peut-être pas abandonner, mais mettre à jour. Ouais, le changer, on fait essentiellement du crowdsourcing, j'ai pas le mot en français, pour la vérité, ce qui vient avec des gros problèmes aussi, mais c'est une forme de vérification des faits qui est un peu différente. C'est le modèle Wikipédia essentiellement. Mais les médias, je pense, il faut reconnaître, tous les médias de toute forme, que ce soit les journaux traditionnels, jusqu'à ce que moi je fais sur TikTok, Instagram, etc., ça a toujours été politique. Et faut pas le voir d'un mauvais œil que quelque chose soit politique. Dire que quelque chose est politique, c'est juste dire ça s'implique dans, selon moi, la répartition des pouvoirs formels et informels dans une société. Et le travail citoyen, c'est du travail politique aussi. Que ces plateformes-là se politisent, je le vois pas d'un mauvais œil, je le vois plutôt comme une réalité de l'augmentation de la partisanerie et à quelque part c'est le genre de choses que j'espère pouvoir contrer, mais j'ai pas de misère à aller là où les gens sont, même si c'est un milieu qui est politisé. Si on s'attend toujours à la perfection, on fera jamais rien. Et tu mentionnes souvent que tu n'es pas journaliste. Les journalistes ne peuvent pas remplacer les créateurs de contenu informatif. Un journaliste est un créateur de contenu informatif. C'est Ok. juste une forme spécifique de créateur de contenu informatif qui est, comme je disais, professionnel, qui essaye, qui aspire à certaines normes, certains codes de pratique auxquels il se restreint volontairement pour pouvoir faire un travail d'information du public qui est très axé, très spécifique au journalisme, qui n'est pas ce que je fais. Alors, je crois qu'il faut voir les journalistes comme une forme de créateurs de contenu spécialisés et potentiellement les gens comme moi qui font du commentariat, qui font de l'analyse, qui font de la réflexion, qui font toutes sortes d'autres choses, comme étant d'autres formes de création de contenu informatif. Tu m'apparais quelqu'un d'assez humble et ton style de création de contenu est assez sobre. Est-ce que l'humilité est un atout chez un journaliste ou un créateur de contenu informatif? Est-ce que tu penses que l'information doit aller avant le créateur de contenu informatif, le journaliste? Je pense que l'humilité est un atout à tout le monde. Il ne faut pas se le cacher, la décision de mettre sa face sur une caméra pour ensuite l'envoyer à 150 000 personnes, chose que je fais presque tous les jours, c'est une décision qui relève en partie d'un certain ego. Il faut surtout se connaître soi-même. Je pense que les gens qui nient cette réalité-là ont ensuite de la misère à contrer, à réagir aux effets de ce qu'ils sont en train de faire.
Alors, ça demande une grande connaissance de soi, et avec cette grande connaissance de soi-là vient, je pense, une obligation de le faire avec humilité, justement parce que le contexte est propice à se bâtir un ego démesuré. Et généralement, les gens qui font ça, éventuellement mettent leur ego devant les autres raisons qui les ont poussés à l'origine de faire ce qu'ils voulaient faire, et se font du tort, et éventuellement sont capables de continuer. Hmm. C'est quoi la plus grande qualité, selon toi, chez un créateur de contenu informatif? L'empathie. L'empathie. Ultimement, pour être efficace, il faut être capable de se mettre dans la tête de quelqu'un qui reçoit notre message et très très bien comprendre cette personne-là. Cette personne-là, c'est une personne un peu, je dirais, amorphe, un peu théorique, mais être capable de comprendre les gens qui vont m'écouter, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs intérêts, comment moi, après ça, je peux répondre à une partie de leurs besoins d'une façon qui est efficace, qui fonctionne pour eux. Ça, c'est un énorme travail d'empathie. Il faut vraiment beaucoup connaître l'humain et le faire avec, comme je disais, avec humilité et se mettre soi-même, essayer de s'effacer un peu dans ce travail-là, d'essayer de comprendre ce que les autres ont besoin. La presse t'a déjà nommé une de leurs personnalités de l'année 2023 et tu es une star montante de l'information. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est terrifiant. C'est terrifiant pour moi parce que moi j'ai commencé à faire ça en me disant s'il y a 50 personnes qui écoutent mes vidéos par semaine, je vais être content. Et j'ai commencé à faire du contenu en me disant c'était ça mon objectif. Et c'était hyper. Ça n'existait pas dans le monde médiatique. En tout cas, certainement pas dans le monde médiatique québécois. Ce que je faisais quand j'ai commencé. Parce que moi, mon objectif, c'était pas de faire des nouvelles, c'était pas de devenir une personne médiatique, ça l'est toujours pas. Je me vois beaucoup plus comme un symptôme et un pansement que comme, disons, une star montante. Je bénéficie du fait qu'il y a une absence de confiance dans les institutions et que moi, je suis pas une institution. Alors, les gens, naturellement, l'humain est porté à vouloir faire confiance aux autres, mais pas à n'importe quel prix et pas contre n'importe qui. Mais on est des êtres coopératifs. On veut trouver des gens avec qui on peut faire confiance. Et si les gens trouvent ça dans les médias sociaux, dans des personnalités individuelles qui ne sont pas attachées à des institutions, ben, pour ceux qui ont plus confiance dans les institutions, c'est une alternative super intéressante. Mais ça reste que dans un monde idéal, une population a droit d'avoir des institutions dans lesquelles elles ont confiance. Et le fait qu'une partie importante de la population décide de faire plutôt confiance à des individus, ça m'inquiète. Et je fais ce que je fais de façon très respectueuse de cette réalité-là. Je ne sais pas si c'est peut-être une espèce de salade de mots que je viens de dire, mais essentiellement ce que je veux dire, c'est dans un monde idéal, selon la façon que moi je voudrais qu'il soit conçu, des gens comme moi n'auraient pas le genre de succès que j'ai sur les médias sociaux. Des gens comme moi auraient des petites niches de 50, 60 personnes qui sont super intéressées par du contenu hyper niché, et ce serait tout. Dans tes capsules, tu apportes souvent des suggestions face à des enjeux. Est-ce que les journalistes ou les créateurs de contenu informatif doivent sortir de leur neutralité, à ton avis? Moi, j'y crois pas, la neutralité. Dans le sens, j'y crois dans l'abstrait. La neutralité existe peut-être, mais toi et moi, on n'y a pas accès. Nécessairement, on vit dans un monde avec un corps, avec un esprit, avec une capacité limitée de regarder ce qui se trouve autour de nous. Tout ce qu'on voit est filtré par ces prismes-là. Alors, la neutralité, moi, chaque fois que quelqu'un me demande de faire preuve de neutralité, ma réponse est toujours neutre selon qui. Et c'est ça, s'il y a quelqu'un qui observe, ben, l'observation passe par la personne et c'est pas une observation de la chose neutre. Alors, moi, je vise pas la neutralité. Je le dis toujours, puis je me fais souvent dire « Ah, merci d'être neutre », puis je réponds « Je suis pas neutre, j'essaie pas d'être neutre, je témoigne. Et mon témoignage est pas plus fiable que moi en tant qu'humain. Pourquoi, selon toi, les jeunes font moins confiance aux médias en général? Je pense qu'une grande partie de ça, ça vient du fait que les médias institutionnels ont malheureusement eu tendance, jusqu'à peut-être le début des années 2010, à prendre leur public pour acquis.
et à se dire, ben, nous avons la confiance du public parce que nous sommes les médias. On n'a jamais vraiment questionné, autant qu'on le fait aujourd'hui, l'exercice ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, le pouvoir des médias journalistiques. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 17 ans. Tu as 17 ans. Alors, avant 2010, tu n'avais pas vraiment conscience des médias. Non. Ce qui fait que, veux pas, toi, ta réalité, ta vie au complet, ça a été une réalité où, soudainement, on pouvait questionner, et non seulement on a toujours pu, mais soudainement, c'était beaucoup plus commun de questionner l'usage du pouvoir médiatique par les médias. Et les médias ne se sont pas encore tout à fait rattrapés à cette réalité-là. Alors, les gens comme toi ont vécu presque leur vie au complet dans une réalité sociale où les médias avaient de la misère à justifier pourquoi ils méritaient la révérence institutionnelle qu'ils reçoivent. Alors, je comprends pourquoi les jeunes regardent ça et disent ben, je comprends pas, je le vois pas. Et le travail, surtout, je pense, du côté des médias, d'aller rejoindre ce contexte-là. Tu as déjà dit, j'ai jamais été convaincu par quelqu'un qui me gueulait après, alors j'essaie de pas lui gueuler en retour. Penses-tu que les créateurs de contenu informatif sont plus à risque d'être agressés, soit verbalement ou physiquement? Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir une interaction négative tu parles dans la vraie vie, là, dans la... plus en ligne ou... En ligne, oui, définitivement, parce qu'on est vu comme étant plus accessible, parce qu'on est vu comme étant des égaux. La plupart des gens comprennent que si tu fais une menace de mort envers un politicien, ben, la police va débarquer. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça à propos des gens jugés comme égaux. Alors, moi, je me fais traiter essentiellement de la même façon que n'importe qui traite leurs voisins. Ce qui fait qu'il y a des gens au réalise traitent très mal leurs voisins. Et je suis dans une position où je vais en recevoir un peu plus. Mais je suis quand même chanceux, je suis privilégié parce que, ça j'ai pas de misère à dire, parce que je suis un homme blanc, je suis un homme hétérosexuel. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de points d'accroche faciles pour m'envoyer de l'abus. J'ai déjà vu, par exemple, les commentaires que reçoivent mes collègues féminines. C'est atroce. Des gens qui font du contenu qui n'a absolument rien à voir avec la beauté, la sexualité, qui se font constamment attaquer là-dessus, qui se font traiter de tous les noms imaginables parce que c'est un accrochage facile. C'est très facile de lancer de l'abus là-dessus dans notre société. Des gens qui, même chose, sont homosexuels, mais ils n'ont rien. Ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, mais bon, ben, ça s'apprend qu'ils sont. Là, ça devient un point d'accroche aussi facile. Alors, je l'ai beaucoup plus facile que beaucoup de mes collègues. Parlons médias locaux et indépendants. Comment les médias locaux et indépendants peuvent survivre face aux géants du web et aux grandes entreprises selon vous? Si j'avais cette réponse-là, je serais à l'Assemblée nationale. Je ne serais pas en train de faire des TikTok. Je sais sincèrement pas. Je sais vraiment pas. On fait face à un problème, un énorme problème économique qui est que ce qui est payant, c'est l'attention des gens. Ce qui attire l'attention des gens, c'est beaucoup plus souvent le raisonnement, l'explication, l'analyse et beaucoup moins les faits bruts. Mais ce qui coûte cher à produire, c'est les faits bruts. Il faut envoyer un journaliste, il faut le payer pour qu'il ait passé 2-3 jours, là, il y a eu un sinistre pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut payer un journaliste pour entretenir des relations avec des politiciens, avec des chefs d'entreprise, pour pouvoir leur parler et nous rappeler leur juste. Ça coûte cher. Ça coûte cher de produire de l'information, mais ce qui est payant, c'est pas de relayer l'information. Ce qui est payant, c'est beaucoup plus d'en parler et même le relayer un peu. Mais un journaliste fait le travail d'aller développer de l'information, en fait un article de fond super intéressant. Moi, je suis capable d'après ça lire l'article, faire mes propres vérifications après, faire autre chose et prendre son travail et le relayer dans un travail de raisonnement que moi je vais faire et je vais partager, qui va aller chercher 100 000 views. Qu'un chroniqueur va faire à RDI, à TVA, peu importe, qui va vraiment vendre beaucoup plus de publicité que le téléjournal, disons. Et c'est là que le profit se fait. Et avant, c'était pas trop compliqué. Celui qui créait l'information était aussi celui qui avait la capacité d'en faire un raisonnement qui allait être intéressant, qui allait vendre de la pub, qui allait être payant. Maintenant, c'est plus le cas. Alors, on a dissocié ce qui coûte cher, produire de l'information, de ce qui est profitable, le relayer et l'analyser. Et je sais pas c'est quoi la solution, mais le bris, il est là.
il y a des tentatives, par exemple, de dire bon, on va taxer ceux qui relaient de l'information, puis on va donner l'information à ceux qui en créent. C'est une solution possible, c'est ce que le gouvernement essaie de faire avec Meta, et Meta répond non. Alors, ça devient difficile à ce bras de fer-là, il n'est pas fini encore. Puis je ne sais pas c'est quoi la solution, mais il faut qu'on en trouve une, parce que sinon, si en amont, tout le travail de créer de l'information ne se fait plus, ben à l'aval, la qualité de toute l'analyse qui va suivre va être à peu près nulle. Tu es chroniqueur à Urbania, un média indépendant que je recommande vivement à tout le monde de consulter. Shout-out Urbania. Quelle place devrons-nous accorder au journalisme écrit à l'avenir, selon toi? Urbania ne fait pas juste du journalisme écrit, mais ce que je fais à Urbania, c'est par écrit, c'est des chroniques écrites. L'écrit est une forme d'expression qui est très différente de ce que je crois être la forme la plus naturelle pour un humain de recevoir de l'information. On a passé 200 000 ans à être des créatures purement orales. Ça fait peut-être 10 000 ans que l'écriture existe, probablement beaucoup moins que ça. Et ça fait peut-être 100 ans que l'alphabétisme est répandu. Alors, il y a d'énormes avantages par l'écrit. C'est un des moyens les moins chers de transmettre de l'information. C'est un des moyens les plus rapides, les plus efficaces, qui demandent le moins de support technologique. Il y a aussi, je pense, une façon beaucoup plus structurée de relayer de l'information. N'importe qui a déjà essayé de transcrire une conversation orale entre deux personnes va réaliser qu'à l'écrit, c'est impossible. Parce qu'on ne parle pas d'une façon très structurée. Mais on peut penser d'une façon beaucoup plus structurée quand on le fait par écrit. Et je pense que le rôle de l'écrit, c'est d'offrir cette structure-là. Doit-on subventionner davantage les médias indépendants, selon toi? Il y a 3 façons qu'on peut financer des médias. On peut les financer par un modèle de souscription. C'est-à-dire, tu veux avoir cette information-là, il faut que tu payes. C'est au consommateur d'informations à payer pour. On peut le financer par la publicité. Ça, c'est des gens qui veulent ton attention. Ton attention vient du fait que tu veux l'information. Alors, tu amènes ton attention et on vend ton attention à des publicitaires privés qui veulent détourner ton attention vers leurs produits. Ça, c'est le modèle publicitaire. Et il y a le modèle forcé, obligatoire, les impôts, la subvention. On te taxe parce qu'on dit que c'est pour ton bien, c'est un bien public, avoir de l'information partagée. Alors, on taxe qu'on redonne aux créateurs d'information. Il y a juste ces 3 façons-là. Chaque moyen vient avec un gros problème. Si on se fie purement aux abonnés, on crée un écosystème où l'information qui coûte le moins cher va être celle qui va être le plus appréciée des abonnés parce qu'ils vont payer moins pour. Donc, ça fait une information qui aura peut-être un peu moins de qualité. Ça crée un incitatif pour le média de faire du populisme, d'aller chercher ce qu'ils pensent que les gens vont vouloir plutôt que ce qu'ils pensent que les gens ont besoin. Ça, c'est le problème avec le premier modèle. Le deuxième modèle des publicitaires, c'est que ça devient très difficile de critiquer les publicitaires, parce que c'est ceux qui payent. Alors, comment on peut faire confiance qu'un journal va correctement rapporter des problèmes mécaniques avec les autos Ford si à côté il y a une publicité de Ford? C'est difficile, avec raison. Le troisième problème des subventions, ben de un, c'est les taxes sont retirées de force par les gens. Il ne faut pas en avoir peur, c'est normal, mais ça reste que c'est pas rien. Et qu'un des rôles très importants des médias, c'est de rappeler à l'ordre le pouvoir. Alors, si c'est le pouvoir qui finance les médias, ça devient difficile. Le lien de confiance, là aussi, pas facile. Est-ce qu'on devrait plus subventionner les médias indépendants, autonomes? Si on peut le faire d'une façon confiante, que ça ne va pas être la seule source, je pense qu'il faut un équilibre des 3 sources de financement à quelque part pour équilibrer les différentes forces en lieu. Si on peut le faire d'une façon équilibrée, oui. Je ne crois pas que la solution, c'est purement de dire tout l'argent va venir du gouvernement. J'ai l'impression que ça, on déséquilibre les désavantages. Es-tu optimiste par rapport à l'avenir du journalisme? Oui, un grand optimiste. Le journalisme fait face à des grands défis. C'est des défis qui sont sérieux. Mais il y a des gens très, très intelligents, très créatifs, très capables dans le monde du journalisme, comme il y en a toujours eu, qui vont être capables éventuellement de trouver des solutions là. Solutions que j'ai pas. Je sais pas c'est quoi les solutions, mais je sais que les gens qui sont là vont être capables de les trouver. Ça, j'en ai pleine confiance. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Bonjour. Il n'y a pas de solution
qui viendra pas de nous. Il y a pas de- c'est quelque chose que je dis souvent dans d'autres contextes où on parle en politique. J'ai l'impression que souvent en politique, la politique c'est juste une émanation de nos désirs sociaux en général. On veut des sauveurs. Il n'y en a pas de sauveurs. Il n'y a pas de sauveur qui s'en vient, il y a juste nous. On a juste nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on est tous obligés de tout faire, mais on est tous obligés de faire notre part. Alors, c'est ça. Cornel Morissette, merci. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Merci.